Le carrefour de l'info, de 13 à 14h, avec Safouane, Nathalie et Amaury sur Arabelle. Allez, chers auditeurs, on est de retour. La microfinance en Belgique est un accélérateur d'emploi au service de l'entrepreneuriat populaire. C'est en tout cas ce qui ressort de la 3e étude d'impact de Microstart, Safouane. Et oui, Fabienne, c'est notre dossier du jour. Et pour en parler de cette étude, nous accueillons à notre micro David Taquin. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors, vous êtes Chief Development Officer chez Microstart. Donc, on le rappelle, c'est une institution de microfinance. D'ailleurs, ça veut dire quoi, Chief Development Officer, pour commencer, David? Ça veut tout et rien dire. Ça veut juste dire que je m'occupe du développement de l'activité, donc aussi des actions de plaidoyer et de recherche de fonds. D'accord. Plaidoyer et recherche de fonds. Allez, on va commencer avec Microstart, si vous le voulez bien. C'est une initiative de l'ADI, donc pionnière de la microfinance européenne, mais aussi de BNP Paribas Fortis et du Fonds européen d'investissement. Alors, pour commencer, quand et comment a été créé Microstart, et est-ce qu'il y a eu un déclic en particulier? Alors, Microstart a été créé en 2011 à l'initiative de l'ADI, donc comme vous l'avez dit, qui a 30 ans d'expérience en France et qui est allé voir en fait BNP en disant tiens, on aimerait bien faire pareil en Belgique. Mais on a besoin pour nos auditeurs, l'ADI, déjà, on peut rappeler ce que c'est? Oui, donc l'ADI, c'est une institution de microfinance en France qui existe depuis plus de 30 ans. Et qui fait aussi du microcrédit et de l'accompagnement pour les entrepreneurs et ceux qui n'ont pas accès au crédit bancaire. D'accord. Pardon, je vous ai coupé, du coup, voilà, vous parliez du contexte, en particulier la création. Oui, tout à fait. Et donc, du coup, ils sont allés voir BNP parce qu'ils avaient besoin de financement, parce que l'ADI est une organisation sociale, donc n'avait pas beaucoup de fonds. Et donc, ils sont venus avec une méthodologie. BNP, lui, est venu avec un apport de fonds. Et le Fonds européen d'investissement, en fait, c'est juste un mécanisme qui existe pour les institutions de microfinance en Europe et qui permet de garantir, en fait, leur ligne de crédit. Parce que la microfinance, en fait, ça emprunte aux banques pour pouvoir prêter et endosser le risque aux entrepreneurs. D'accord. Votre étude d'impact a été publiée fin janvier 2022 et selon vous, elle confirme que le microcrédit accompagné reste un investissement rentable pour la collectivité. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer plus concrètement ici ce que c'est un microcrédit accompagné donc, et puis pourquoi vous le considérez comme un investissement rentable justement? Alors, un microcrédit accompagné, c'est simplement qu'on va octroyer un petit crédit, donc entre 500 et 25 000 euros, pour lancer ou développer une activité quand l'entrepreneur n'est pas en mesure d'accéder à un crédit bancaire. Donc, c'est-à-dire il ne peut ne pas accéder simplement parce qu'il est dans un secteur considéré comme un risque, comme l'ORECA, le transport, le bâtiment, ou parce qu'il a une situation sociale plus précaire, comme s'il est demandeur d'emploi, s'il est au CPS par exemple, ou encore parce qu'il y a encore des discriminations, notamment hommes-femmes, ou encore pour les personnes issues de l'immigration. Ça existe encore ça aujourd'hui? Malheureusement. Ce n'est pas avoué, mais quand on regarde les chiffres, 75% des personnes qui font appel à nous sont nées en dehors de l'Union européenne. Oui, mais est-ce que c'est l'avenir de la banque, du coup, le microcrédit accompagné? Alors, je ne sais pas si c'est l'avenir. En tout cas, nous, on n'est pas concurrent des banques puisqu'on vient en plan B. On est vraiment le plan B de la banque. Nous, c'est notre message d'ailleurs, c'est de dire aux banquiers, plutôt que de dire non à vos clients ou aux personnes qui viennent chez vous, envoyez-les chez nous. Nous, on va pouvoir les aider. Et après, à un moment donné, ils vont devenir bancables. Donc, le but, c'est vraiment de rendre ces personnes autonomes financièrement, de créer de l'activité et des revenus pour eux et leur famille. Et après, ils deviennent bancables et ils sont éligibles aux services bancaires traditionnels. On le précise ici, c'est le bureau de consultance KPMG qui a réalisé le traitement des données et l'analyse des résultats de votre dernière enquête. Alors, quels ont été les objectifs justement de cette étude, David Taquin? Alors, on a plusieurs objectifs. Le premier, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est de parler de retour social sur investissement. Donc, c'est-à-dire, c'est comme ça qu'on dit que c'est rentable pour la collectivité, parce qu'on est une entreprise sociale, donc on ne génère pas de profit. Et donc, comme une entreprise traditionnelle va calculer un retour sur investissement, nous, on ne peut pas le faire, puisqu'on ne rapporte rien. Par contre, la collectivité en bénéficie. Donc, c'est-à-dire qu'un euro injecté chez Microstart permet à la collectivité d'en récupérer 2,50 euros. D'accord. Alors, comment c'est calculé? On fait juste le comparatif entre ce que coûte l'activité de Microstart et ce qu'elle rapporte à ses bénéficiaires. Donc, c'est-à-dire que ces bénéficiaires vont commencer à payer eux-mêmes des impôts, à engager des personnes, à payer des taxes, et ils ne vont plus toucher d'allocations sociales. Et donc, ce comparatif entre investissement social dans Microstart permet à la collectivité, finalement, de récupérer 2,50 euros. Et donc, ça, c'est le premier objectif, donc de valider qu'on a un impact positif sur la société. Le deuxième objectif, c'est bien beau de dire qu'on a accompagné 8000 personnes, qu'on en a financé 6500, qu'on a décaissé 50 millions. Ce sont juste des chiffres.
Et finalement, on ne voit pas ce que sont devenus ces entrepreneurs et ces personnes. Et donc, cette étude permet aussi de valider le taux de pérennité des starters, notamment, après 2 ans. Donc, on a 70% de taux de pérennité. Donc, c'est énorme étant donné les secteurs d'activité et on va dire le public qui est considéré comme à risque par la banque, finalement. On a aussi le taux d'insertion dans l'emploi. Donc, c'est-à-dire qu'on va regarder à un moment T quelle est leur situation d'emploi. Et donc, vous avez vraiment vérifié que toutes les personnes qui ont été accompagnées travaillent ou ne travaillent pas aujourd'hui pour voir s'ils sont encore en activité ou pas. C'est ça, exactement. Donc ici, le taux d'insertion il est de 82%, donc il est plus élevé que le taux de pérennité, simplement parce que là, on va considérer ceux qui sont encore indépendants, ceux qui ont trouvé un emploi salarié grâce à l'expérience indépendant, et ceux qui sont encore au chômage. Et aussi, on va regarder aussi la création d'emplois nets, donc c'est-à-dire, eux ont créé leur propre emploi, ou alors ils ont développé leur activité, mais ils embauchent eux-mêmes. Et donc là, on a pu constater qu'ils créent en moyenne 1,6 emplois. D'accord. Ok, 1,6 emplois en moyenne. Quels sont les enseignements vraiment que vous avez tirés de cette étude d'impact, sur le plan qualitatif, on va dire? Mais sur le plan qualitatif, un enseignement, c'est que malgré la crise, parce qu'on a intégré aussi la crise du Covid, à la base, on était censé la faire l'année passée, en 2020. Finalement, on l'a fait en 2021 pour avoir un peu de recul sur la crise. Donc, on voit qu'il y a un impact, parce que c'est la 3e étude qu'on fait, donc on a un peu de recul par rapport à ça. Donc, on voit qu'il y a un impact, mais il est très limité. Ça, c'est un premier élément. Et donc, on continue malgré tout à avoir un impact positif sur la vie de ces personnes-là. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a fortement rassurés, surtout que l'impact a été beaucoup plus faible que ce qu'on pensait. Et comment vous expliquez que cet impact a été faible? Parce que je vois que 27% des entrepreneurs en activité prévoient de recruter au moins un salarié dans les 12 prochains mois. C'est comme si, vraiment, il n'y a pas eu d'impact de la pandémie sur les entrepreneurs. Alors, c'est une conclusion un peu hâtive. Donc, c'est-à-dire que pendant le premier confinement, il y a eu un énorme impact négatif sur la plupart d'entre eux. Donc, ils ont, comme d'autres, ils ont employé le chômage temporaire, ils ont eu des aides de l'État, etc., etc. Après, ici, on est quand même dans une phase où on relance un peu l'activité. On est sur des secteurs, c'est le commerce de proximité, c'est le coiffeur du coin, etc. Donc, on est sur des petites activités que tout le monde en a besoin au jour le jour. Et donc, l'activité grandit. Donc, on voit qu'il y a plus de création, malgré la crise. Et on voit aussi que, on a toute une série de secteurs qui se relancent petit à petit et donc ils ont besoin d'embaucher. Donc, voilà, je pense qu'il y a des perspectives positives aussi, malgré la crise. Et donc, effectivement, une partie d'entre eux vont pouvoir grandir malgré la crise. Après, on a des secteurs comme typiquement l'événementiel, qui est aussi un secteur qui est représenté chez nous. Voilà, eux, par contre, c'est un peu plus compliqué. Bien sûr. On en a déjà un petit peu parlé en début d'interview, mais on va le rappeler ici à nos auditeurs. Le but de MicroStart, c'est d'aider les futurs petits entrepreneurs qui n'ont pas justement accès au crédit bancaire à se lancer ou à développer leur entreprise. Alors, à combien s'élèvent justement ces prêts? On parlait entre 500 et 25 000 euros, c'est bien ça? C'est ça. Donc, on commence à 500 parce qu'il y a des entrepreneurs qui, avec 500 euros, ils peuvent acheter un ordinateur et faire du service, tout simplement. Et on va jusqu'à 25 000 euros. Donc, pour un starter, donc qui est un starter chez nous, c'est une activité qui a moins d'1 an, on va jusqu'à 15 000 euros maximum parce qu'on aime bien avoir une logique de progressivité. Donc, y aller étape par étape avec l'entrepreneur pour qu'ils ne prennent pas trop de risques. D'accord. Après, on va jusqu'à 25 000 euros pour ceux qui ont un projet de développement et qui ont plus d'1 an d'expérience. Et donc, le but vraiment, quand on va jusqu'à des montants de 25 000 euros, c'est qu'après, ils deviennent bancables. Donc après, on leur dit, c'est plus la peine de venir chez nous, allez voir votre banquier. Parce qu'on reste sur des conditions financières un peu moins avantageuses que la banque. Je parle d'un point de vue purement financier. Après, ils ont tout l'accompagnement qui est gratuit, qui leur est proposé. D'accord. On parle également de chiffres. Vous en avez annoncé quelques-uns. Est-ce qu'on pourrait revoir un petit peu ce nombre de personnes qui ont bénéficié justement de vos services? Oui, tout à fait. En fait, à l'heure actuelle, on a décaissé pas loin de 6 000 microcrédits pour un montant total de 50 millions d'euros. Ok. Ça vous fait à la grosse louche un montant moyen de 7 500. Donc, c'est aussi ça que je vous expliquais. Oui. La logique de progressivité. Donc, il y a des personnes qui vont venir plusieurs fois chez nous. Après, on a aussi accompagné 8 000 personnes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un décalage. Il y a des personnes qui viennent que pour l'accompagnement, d'autres qui viennent que pour le financement et une partie qui font les deux. Quand on parle d'accompagnement, justement, quel est le type d'accompagnement qu'on peut retrouver ?
On a aussi bien de l'accompagnement avant le démarrage. Donc, typiquement, à Bruxelles et en Wallonie, il y a encore le besoin d'accès à la gestion. Donc, il faut un diplôme de gestion. Et donc, nous, on a une formation qui les aide à passer le jury central. Donc, ça, c'est un premier élément. On les aide aussi en individuel à créer un business plan, un plan financier. Et après le financement, s'ils ont encore besoin d'un coach, on peut avoir un coach de terrain ou un rendez-vous avec un expert pour répondre à des questions plus pointilleuses, ou aussi pour les aider à sortir la tête de guidon. Parce qu'un entrepreneur, c'est multicasquette, ça doit faire l'administratif, ça doit faire le commercial, ça doit gérer les réseaux sociaux, son commerce, etc. Et donc parfois, ils sont à fond dedans, ils passent des heures dessus, mais c'est bien aussi de sortir la tête, d'écouter un peu un feedback extérieur qui n'est pas de la famille, qui n'est pas des amis, où tout le monde dira c'est bien ce que tu fais, mais là, il va lui dire concrètement ça tu pourrais faire ça tu pourrais arrêter, ça tu pourrais tester. Voilà. Et aussi au niveau administratif, parce qu'il faut se rendre compte quand même que 30% des faillites en Belgique, c'est lié à un problème de gestion. Et donc, du coup, on vient avec un accompagnement qui les aide à bien penser à des choses basiques, comme trier les factures, payer la TVA, gérer son comptable, etc. Et donc, c'est des choses pour lesquelles des coachs ont l'habitude de faire et de les aider dans ces démarches. Justement, sur l'administratif, quels sont les documents nécessaires pour une demande de financement ? Alors, la demande de financement, c'est relativement simple, puisqu'il faut une carte d'identité avec son code PIN. En fait, on va prendre le document de la Banque nationale où il y a tous les crédits, s'il y a d'autres crédits. Il faut les extraits de compte. C'est juste pour une analyse financière. Et après, ça dépend au cas par cas. Donc, si on a quelqu'un qui est déjà indépendant, il faut le dernier bilan. Si on n'est pas encore indépendant et qu'on n'a pas de plan financier, ce n'est pas grave, on peut le faire chez Microstart. Donc, la méthodologie, en fait, est orale. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas demander un business plan ultra détaillé en amont, avec une demande faite en amont sur le site. Non, il peut venir, je vais caricaturer, les mains dans les poches. Et s'ils sont capables de répondre aux questions, ils répondent aux questions en live et on fait la demande en direct. Donc, c'est relativement soft parce que, justement, on va se concentrer sur la personne. Plus que sur les chiffres de l'activité. D'accord. Et quels sont les délais aussi en général que vous avez observés ? On est sur des délais relativement courts. Généralement, entre le moment où la personne fait sa demande et a une réponse, il peut se passer 10 jours ouvrables. C'est assez court quand même. C'est assez court. Donc, j'ai déjà eu des exemples où à la banque, en fait, à la banque, si ça va, si tout va bien, tous les signaux sont verts, ça va encore plus vite. Mais si c'est des signaux orange, voire rouge, comme le public qui vient chez nous, finalement, parce qu'à la banque, ils seront rouges, ils seront orange. C'est aussi des codes couleurs, ils aiment bien ça. Oui, mais voilà, vous avez 150 critères, vous êtes blanc ou noir dans chaque critère, et à un moment donné, ça vous donne un score, et si vous n'êtes pas dans le bon score, c'est désolé. Et parfois, c'est un score un peu bancal, et donc là, ça traîne un petit peu. Donc du coup, nous, comme on fait une analyse plus de la personne, parfois on va voir le commerce, on va sur place. Parfois, il faut aussi qu'ils trouvent, donc en termes de garantie, comme on est sur des personnes généralement qui ne sont pas propriétaires, on ne demande pas un bien en garantie. C'est plutôt quelqu'un du réseau qui va se porter garant pour la moitié. Donc parfois, il faut aussi prendre du temps pour trouver cette personne, pour convaincre la personne, etc. Parce que ce que vous dites, c'est que vous avez une dimension sociale que les banques n'ont pas forcément. Exactement. Vous parlez de mécènes, justement, ou vous parlez de personnes dans le privé, relationnelles à ces demandeurs? Alors, on a des mécènes parce que l'activité, comme je l'ai dit, n'est pas rentable. Mais après, ici, par rapport au projet, au financement d'un projet, c'est la personne qui va convaincre quelqu'un de son entourage. D'accord, ok. Donc, quel est l'intérêt de faire ça? Donc, c'est un peu la philosophie de la microfinance au sens large, pas que en Belgique, que ce soit en France, en Afrique, en Asie. C'est un peu la même philosophie. Donc, c'est-à-dire que ça permet deux choses. Ça permet de valider si la personne est capable de convaincre quelqu'un de son projet. Ça permet également de voir si la personne a un réseau. Et ça permet enfin simplement que s'il y a des soucis financiers, cette personne va pouvoir l'aider. Il y a vraiment plein de possibilités. C'est ça. Moi, j'ai une petite question encore, David Taquin. Comment est-ce qu'on peut justement vous joindre? Quel est le premier pas à faire pour rejoindre Microstart? Il y a plusieurs moyens de le faire. Donc nous, on travaille aussi avec un réseau de partenaires, comme vous avez cité BNP, mais il y a aussi Partenaires Professionnels, il y a d'autres banques avec qui on travaille comme ING ou Belfus. Mais après, il y a notre site internet, microstart.be, si vous voulez le faire en ligne. En plus, il est aussi possible d'avoir l'obtention d'un financement et d'accompagnement totalement à distance. Avec le Covid, on s'est adapté. Donc,
Tous les rendez-vous peuvent être pris en visio, même la signature de contrat peut se faire en ligne. Après, si vous êtes plus proche, vous préférez l'humain et le contact avec une personne, vous pouvez aussi passer la porte d'une agence. Donc on a une agence à Bruxelles et après on a 2 agences en Flandre et 2 en Wallonie. Et David Akan, dernière question, si vous le voulez bien. On a dit que vous proposez à des entrepreneurs des microcrédits, mais pas seulement, vous mettez également à disposition d'autres types de services. Je voulais vous demander quels étaient les autres services que vous proposez justement. Mais c'est l'accompagnement que j'expliquais tout à l'heure. C'est ça, oui. Et donc c'est aussi bien du collectif que de l'individuel, aussi bien avant financement qu'après financement. Et je vais juste rajouter donc les rendez-vous d'experts en fait, parce que donc l'accompagnement est fait par des bénévoles, parce qu'il est gratuit. Donc après c'est pas n'importe qui peut devenir bénévole chez Microstart. C'est un peu le même processus que recruter un employé. Donc parce que c'est des personnes qui postulent, qui viennent avec un certain bagage. Donc on a des anciens banquiers, on a des comptables, on a des avocats, on a des entrepreneurs, des experts en marketing. Donc on en a 130 répartis sur la Belgique. Donc voilà. Il y a aussi une particularité. Donc tout à l'heure j'ai beaucoup parlé de la méthodologie orale, mais c'est aussi au niveau de la langue. Il est aussi bien possible d'avoir un rendez-vous dans la langue nationale, donc français ou néerlandais. L'allemand pas encore. On n'a pas beaucoup de demandes, mais aussi en anglais. Parce que voilà, il y a des personnes qui ne parlent pas encore la langue nationale et à Bruxelles, c'est le cas. Dans la plupart des agences, c'est le cas. Il est aussi possible d'avoir un rendez-vous en arabe. En arabe aussi. Oui. Mais je pense que ça fera plaisir à pas mal d'auditeurs. Pour tous les renseignements, microstart.be. C'est ça exactement. Et puis j'imagine que la langue que vous parlez, c'est comme le français à Microstart ou anglais plutôt. Comme on est sur du bilinguisme, on fait soit du bilingue, soit de l'anglais. Écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, David Akan, que vous êtes membre vous êtes même Chief Development Officer chez Microstart. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et merci à vous. Chers auditeurs, on se retrouve juste après pour la 3e partie du Carrefour de l'info, l'actualité bruxelloise. À tout de suite.